Laurent Fabius, nous avons été rejoints par Charlotte Chaffanjon qui voudrait vous parler de François Hollande, chef de guerre. Un plaisir. Bonsoir, Bonsoir, Laurent madame. Fabius. Vous connaissez François Hollande depuis très très longtemps. Vous avez une longue histoire politique commune et vous n'avez pas toujours été très tendre avec lui. Alors est-ce qu'il vous bluffe aujourd'hui dans son costume de président et de chef de guerre? Écoutez, je vais vous décevoir, je vous prie de m'en excuser. Nous nous entendons extrêmement bien et notre travail est très efficace. Et il a montré à tout le monde, pas seulement à moi, qu'il savait décider vite et décider juste. Mais que vous entendiez bien, c'est une chose. On sait bien le mais passé compte que vous tenu avez. de ce que vous disiez auparavant, est-ce que En 2011, il vous a François Hollande étonné? président, on rêve. Nous avons eu plusieurs phases avec François Hollande. Nous avons eu, parce que ça fait très longtemps que nous connaissons, nous avons eu une phase longue où nous avons travaillé ensemble, côte à côte. Nous avons eu une phase où nous nous sommes affrontés. Et puis, au moment où il a été désigné pour être candidat à la présidentielle, nous sommes vus et il m'a dit de manière très élégante et forte, est-ce que tu veux travailler avec moi? Je dis oui. De quoi veux-tu t'occuper? Des affaires internationales. Très bien. Et nous avons extrêmement bien travaillé ensemble. Et c'est une des clés d'ailleurs de ce qui se passe au Mali. Le quatuor François Hollande qui décide, Jean-Marc Ayrault, Jean-Yves Le Drian et moi-même est très très soudé et ça compte. Justement, il commence un petit peu à remonter dans les sondages. François Hollande, plus 3 pour le CSA, plus 6 même pour IFOP. C'est quoi pour vous? C'est l'effet Mali, comme on dit, ou bien c'est le résultat de quelque chose qui a été engagé il y a plus longtemps, comme espèrent certains dans la majorité? Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous savez, les sondages, ça va, ça vient. Non, il y a probablement une perception d'éléments que les gens ne percevaient pas. Mais je crois que finalement, si on regarde les sondages, ce qui sera déterminant, c'est l'économie et le social. C'est là-dessus qu'on sera jugés les uns les autres. Et ce n'est pas simplement une crise, contrairement à ce qu'on dit. C'est un changement du monde. C'est de ça qu'il s'agit, un changement du monde. Et il se trouve que c'est ce président-ci, cette équipe gouvernementale, qui doit préparer la France au changement du monde. C'est ça notre tâche. C'est ça le grand défi. Pour s'adapter au changement du monde, est-ce que, comme Ségolène Royal par exemple, vous pensez qu'il faut un nouveau modèle économique? Ça fait partie de ces éléments-là. Mais quand je dis changement du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Europe et la France n'ont plus la même place que ce qu'elles avaient auparavant. Ça veut dire que le travail et l'emploi sont bouleversés. Ça veut dire que les éléments environnementaux prennent une place de plus en plus importante. Donc ça veut dire effectivement un changement, du coup, un changement de modèle économique et social, mais beaucoup d'autres décisions. Et c'est sur cette équipe-là que ça tombe, si je puis dire. Est-ce que vous avez l'impression que sur le terrain national, François Hollande assume suffisamment ses choix? Oui, je crois. À quoi pensez-vous? Est-ce que, par exemple, vous avez l'impression qu'en matière économique, il assume qu'il faut de la rigueur, il assume suffisamment que c'est pas forcément une politique de gauche qui mène tout le temps? On l'a vu avec la TVA, on l'a vu par exemple... Non, je ne crois pas que ce soit en ces termes. Qu'est-ce que nous avons choisi de faire? À la fois du sérieux budgétaire et du soutien à la croissance. Bon, la situation des finances publiques est très mauvaise, telle que nous l'avons récupérée, héritée. Et donc, évidemment, il faut être très sérieux budgétairement, donc il y a des économies à faire, mais en même temps, il faut de la croissance, à la fois pour l'emploi et même pour l'aspect budgétaire. Parce que si vous n'avez pas de croissance, vous n'arrivez à rien budgétairement. Et c'est cette double orientation que nous avons choisie. Et non seulement François Hollande l'assume, mais c'est lui qui l'a décidé. Oui, mais enfin, il y en a qui vous diront qu'il y a beaucoup de rigueur budgétaire et pas beaucoup de croissance. Oui, pas assez, mais alors là, on tombe sur un autre sujet qui est la question européenne et la question mondiale. Tout à l'heure. Parce que nous sommes très, très dépendants, bien sûr, de ce qui se passe en Europe. Alors, nous essayons de booster l'aspect croissance en Europe. C'est pas très facile parce qu'un certain nombre de nos partenaires ne voient pas les choses comme nous. On va changer de sujet, Laurent Fabius, on va parler du Qatar, qui investit massivement en France, dans les banlieues, via la création de PME, dans les plus grandes entreprises. Il rachète un club de foot, le PSG, des hôtels, etc. Et parallèlement, il donne des avis un petit peu, par exemple, sur l'intervention militaire française au Mali, qui ne cautionne pas forcément. Alors, est-ce que vous avez l'impression que le Qatar est en train de racheter la France et peut tout se permettre? Non, bien sûr que non, mais on m'a souvent posé la question. Et nous avons fait faire, évidemment, des études précises sur tous ces aspects-là, parce que c'est quelque chose qui remonte à assez loin. Sur l'aspect investissement, dès lors que c'est positif pour l'économie française, je ne vois pas pourquoi on ne s'en réjouirait pas.
que ce soit le Qatar, que ce soit la Russie, que ce soit les Américains, que ce soit le Mexique, il faut que nous ayons des investissements en France. Quant à l'autre aspect qui me concerne plus directement, qui est l'aspect politique, il n'apparaît pas que le Qatar soutienne nos, entre guillemets, adversaires. Donc c'est tout à fait clair. Par exemple, le financement éventuellement du Qatar aux islamistes. Non, ça. Pour vous, c'est complètement. En particulier, il y avait une rumeur disant, mais ouais. Il y avait un financement au Mali, aux terroristes du Nord Mali. Non. Vous en avez la preuve? Nous avons demandé que les choses soient précisées par les services compétents, comme on dit, et rien de tout cela nous a été confirmé. Et en Syrie? Alors en Syrie, je ne vais pas parler à la place des autorités du Qatar, mais le Qatar soutient la coalition nationale. Oui. Et nous aussi, nous la soutenons. Mais enfin, les islamistes sont mieux armés que les autres. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Par le biais du Qatar. Non, il y a d'un côté Bachar el-Assad, qui lui a été armé par la Russie dans le passé et par l'Iran aujourd'hui. Il y a de l'autre côté la coalition. Et puis il y a, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, des extrémistes d'Al-Qaïda, notamment ce qu'on appelle Al-Nosra, mais à ma connaissance, ils ne sont pas du tout soutenus par le Qatar. France Football a publié une enquête fin janvier sur l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors ça, il parle de corruption. En gros, en jeu, il y aurait eu Nicolas Sarkozy. Ma compétence ne va pas jusqu'au football. Vous n'avez pas mis votre nez là-dedans parce que, en clair, la question c'est est-ce qu'il ne faut pas retirer l'attribution du. Non, comme vous dites avec distinction, je n'ai pas mis mon nez là-dedans. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet qui concerne le ministre des Affaires étrangères. Non. D'accord. Est-ce que ça concerne le ministre des Affaires étrangères, éventuellement, les accusations, en tout cas les inquiétudes exprimées par Shannon Burrow, qui est la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, qui en gros est très inquiète pour les ouvriers qui construisent les chantiers de la Coupe du Monde 2022 en disant que c'est fait dans des conditions absolument déplorables, qu'on leur retire leur passeport à l'arrivée et qu'ils risquent tous de mourir sous 50 degrés dans des conditions de travail complètement inacceptables au Qatar. Oui, ça doit avoir une position générale qui est, vous le savez, en faveur des bonnes conditions de travail pour les ouvriers, non seulement en France, mais à travers le monde. Mais bon, voilà, cette affirmation générale est une évidence. Bon. Maintenant, ne croyez pas que je me désintéresse de la Coupe du Monde. Simplement, c'est pas dans mon portefeuille ministériel. On va parler de l'Iran. Oui. L'Iran et les grandes puissances du 5+1 vont se retrouver au Kazakhstan le 26 février pour reprendre les négociations sur le nucléaire. Qu'est-ce que vous en attendez? Nous avons une attitude qu'on appelle la double approche. D'un côté, des sanctions pour faire bouger l'Iran, et sanctions économiques, et de l'autre, des négociations. Autant nous considérons qu'il est tout à fait acceptable que l'Iran ait l'énergie civile, autant nous pensons inacceptable qu'il ait l'arme atomique. Et quand je dis nous, c'est à la fois la France, les États-Unis, la Russie, la Chine et les Anglais, les Allemands. Pourquoi? Parce que si l'Iran avait l'arme nucléaire, ça veut dire que l'ensemble de la région, qui est déjà passablement agitée, serait soumis à une espèce de compétition nucléaire extrêmement grave. Donc nous voulons que l'Iran respecte ses obligations internationales qui lui font interdiction d'avoir cette arme nucléaire. Et pour ça, à la fois nous disons négocions et en même temps des sanctions pour le pousser à changer de position dans la négociation. Mais quelles sanctions? Parce que clairement, Téhéran n'a pas l'air très impressionné par toutes les menaces de sanctions. Madame, là, je me permets de modifier un peu votre jugement. On considère que ces sanctions ont coûté, entre guillemets, déjà plus de 40 milliards au régime iranien. Alors malheureusement, le régime iranien le fait porter sur sa population, mais je pense que les sanctions sont efficaces. Et alors, Joe Biden assure, lui, que les États-Unis sont prêts à discuter directement avec l'Iran. Comment vous alors, voyez ça? nous avons discuté de cela avec M. confiance? Biden, qui était là lundi dernier et qui a déjeuné à l'Élysée. Et Joe Biden dit, nous sommes dans le cadre du 5+1. Il est possible que nous ayons aussi des discussions avec l'Iran, mais bien évidemment, ce sera fait en liaison avec la France. Oui, parce qu'on a vu les Iraniens, là, immédiatement dire « Ah, bah ça y est, l'administration américaine est en train de changer de ton. » Est-ce que c'est pas un peu... C'est pas ce que nous a dit le vice-président Biden, ni mon collègue M. Kerry. Ce qui est important, c'est que ce soit efficace et que l'Iran renonce à l'arme nucléaire parce que la dissémination nucléaire est un mal. Et très grave, très grave. On peut parler de deux cas qui concernent des Français. Ces villes
Sevilmi, vous savez, cette étudiante qui est en Turquie. Où en Nous est-on? sommes intervenus. Évidemment, on ne peut pas modifier le cours de la justice turque, mais d'un point de vue humanitaire, j'ai demandé à l'ambassade à plusieurs reprises d'intervenir. Et j'espère que des mesures de clémence seront prises. Et le deuxième cas, c'est le cas de... Et mon collègue, M. Davutoglu, le ministre des Affaires étrangères turc, sera d'ailleurs à Paris mardi, dans le cadre de la réunion sur la Libye, dont on a parlé tout à l'heure. Et le deuxième cas, c'est le cas de Nadir Dendoun, un journaliste français qui a été emprisonné en Irak le 23 janvier pour avoir pris des photos du QG des services des renseignements. Exactement. Alors, qu'est-ce que peut faire la L'ambassade est France? en contact avec lui. Nous avons fait des représentations par notre ambassadeur auprès du gouvernement irakien pour qu'il soit traité correctement, qu'il ait les droits qu'on a lorsque on est interpellé et qu'il puisse s'exprimer. Et j'espère, là aussi, qu'il y aura une solution positive. Mais est-ce que vous estimez que c'est une détention abusive ou pas? Pour l'instant, je ne vois pas de preuve qui ait été fournie contre lui. Merci Charlotte. Laurent Fabius, on passe à la séquence suivante. On va parler de l'Europe. Oui.